notre équipe d'arbitres qui est en train de se préparer. Équipe d'arbitres qui va me permettre, en les voyant, ça me donne l'idée de vous rappeler les règles de la catégorie que vous allez voir. Donc le but, comme hier pour ceux qui étaient là, c'est que les deux combattants marquent le plus de points en 2 rounds. Ah non, pardon, excusez-moi. Bah non. Justement, c'est pas comme hier. Donc on recommence. Du coup, le but est pour un combattant, donc pour gagner le combat, d'avoir justement 2 rounds gagnants. Pour gagner un round, il faut être le premier à marquer 5 points. Donc 5 touches. Qu'est-ce qu'une touche ? Une touche, c'est donc frapper son adversaire avec le tranchant de son épée. Bien entendu, je le répète, les armes utilisées pendant toute cette compétition sont bluntées, ne sont pas tranchantes, ne sont pas aiguisées. On parle du tranchant pour dire que c'est la partie la plus fine de l'épée. Donc les combattants doivent se taper avec ce tranchant dans l'armure sans que l'arme soit parée. Donc si l'arme est bloquée avec l'épée ou le bocle dont je vais parler tout à l'heure adverse, ça ne compte pas de points. Il faut vraiment toucher l'armure de l'adversaire. Tout ce qui compte des points, c'est toucher la tête, les bras, les jambes, les mains, qui rapportent 1 point. Si on touche, enfin les pieds sont interdits, donc on ne doit pas les toucher. Il y a des zones interdites bien sûr, donc en plus des pieds, vous avez l'entrejambe, l'arrière des genoux et la nuque, pour des raisons de sécurité tout simplement, puisque vu que c'est un sport de combat, tout est fait pour aussi que les pratiquants soient en sécurité, même pendant les compétitions. Hein. Comme je le dis, c'est un sport, donc il y a des règles, de la réglementation pour justement éviter tout problème. C'est pour ça que quand vous voyez justement en lice actuellement les arbitres, avant que le combat ne commence, les vérifier, checker les armures, c'est que justement, c'est pour vérifier que tout est OK avant que le combat ne commence. Donc je rappelle là, actuellement vous avez en lice Emmanuel Legrand et Maxime Hubert sur la liste 2. Fin du combat. Alors ces 2 combattants que vous avez vus hier à l'épée bouclier et que vous retrouvez aujourd'hui donc à l'épée bocle. Alors je vous parle de bocle depuis tout à l'heure, depuis environ les 5 minutes au début de stream. Et du coup, en fait, qu'est-ce que le bocle ? Le bocle, c'était cette espèce de petit bouclier rond que tiennent nos combattants dans la main, donc gauche ou droite, selon si on est droitier ou gaucher. Et donc, du coup, ce petit bouclier va venir, va permettre de parer ou de gêner l'adversaire, un peu comme le bouclier d'hier. Mais du coup, là, on est sur quelque chose de plus petit, donc la technique va complètement changer. On ne va pas du tout avoir quelque chose qui est protecteur pour le corps, donc on va plutôt la tenir vers l'avant. Vous allez voir nos combattants. D'ailleurs, je vais vous switcher de caméra, comme ça vous allez voir. Hop, on va passer en lice 1. Voilà, de suite. Parfait. Ah bah non, bah forcément. Hop, on repasse en lice 2. Check. Transition magnifique, voilà. Donc on retourne avec Emmanuel et Maxime. Donc vous allez voir, voyez, ils vont tenir leur boc, leur petit bouclier un tout petit peu plus vers l'avant. Pour venir, entre guillemets, se protéger et presque aller chercher la main ou l'arme adverse pour éviter justement de se faire toucher. Là, par exemple, on a Emmanuel qui apparaît un des coups de Maxime avec justement ce petit boc en allant chercher la lame de l'épée pour éviter qu'il ne se fasse toucher. Je rappelle que pour gagner le combat, il faut gagner 2 rounds. Et pour gagner ces 2 rounds, il faut atteindre le premier 5 points, 5 touches, ou alors avoir le plus de points mis en 1 minute. En gros, le premier arrivé à 5, et vous allez le voir sur les arbitres, et guettez les arbitres, donc les personnes qui sont en jaune autour, que l'on appelle les arbitres de touche, les arbitres compteurs, vous allez les voir en fait avec leurs doigts compter le nombre de touches. Arrivés à 4 touches, ils vont commencer à lever la main au-dessus de leur tête. Ça veut dire que le combattant aura déjà mis 4 touches. Et à 5, ils vont croiser leurs mains au-dessus de leur tête et annoncer 5. Ça veut dire que normalement, c'est le premier combattant à 5. Et donc, il aura gagné le round. Je rappelle, il faut 2 rounds gagnants. Là, ici, en 2 rounds, c'est donc Paul-Antoine qui a gagné son combat.
là on va voir, hop, donc on voit en lice 1, notre arbitre central qui est en train justement de checker les armures des combattants. Donc là vous voyez qu'elle soulève ce qu'on appelle le coltin, donc cette partie qui protège le cou, à l'avant et à l'arrière. À l'avant c'est pour vérifier qu'il y a la jugulaire, donc cette sangle qui passe sous le menton et au niveau du cou du combattant, pour éviter que le casque ne tombe ou ne soit perdu pendant le combat. Et elle vérifie également au niveau de la nuque. Là c'est pour vérifier qu'il y a bien une protection métallique au niveau des cervicales. C'est une protection qui est obligatoire et sans laquelle un combattant ne peut pas rentrer en lice. Donc c'est vraiment obligatoire de l'avoir et c'est pour ça qu'il le check. Sachant que au moment du check, s'il y a un problème d'armure, d'arme ou une pièce qui manque et qui est obligatoire dans la protection, si le combattant ne peut pas l'avoir dans 1 à 3 minutes imparties, ça va être à l'appréciation de l'arbitre central, eh bien il sera déclaré KO technique. Voilà, donc il ne pourra pas combattre et il faudra qu'il répare pour le prochain combat, sinon il ne pourra pas combattre du tout de la compétition. Il faut savoir que, comme je disais tout à l'heure, on est dans un sport de combat où on essaye un maximum de protéger les combattants. Et donc du coup, ces protections passent aussi par ce check-là. Et sans les protections adéquates, il n'y a pas de combat pour le combattant tout simplement. Tout est réglementé. Donc, comme je vous disais, les protections sont réglementées, mais les armes également sont réglementées. C'est-à-dire que les armes que vous voyez, ou les boucliers, les buckles que vous voyez en lice, ont été checkés au moment du check-arm le matin par les arbitres que vous verrez donc en jaune toute la journée. Ces arbitres ont déjà checké les armes, donc ils les ont mesurées, pesées, vérifié qu'elles avaient une intégrité, qu'elles n'étaient pas dangereuses pour le combat. Les armes checkées vont avoir un petit scotch dessus qui va permettre un petit sticker tout simplement, qui va dire que c'est validé, et c'est aussi ce sticker que vont vérifier les arbitres au moment où les combattants vont entrer en lice. Pardon. Ah là. Là donc nous avons actuellement Paul et Dany en lice. Ah oui pardon, tout à l'heure il y avait Victoire, c'était Victoire Emmanuel Legrand, hein. C'est que les noms ont été changés beaucoup trop tôt sur cette liste. Hop, et bien nous allons reswitcher de lice et repasser en lice 1, transition caméra, hop, pour voir Quentin et Alexandre. Donc toujours pareil, comme hier pour ceux qui nous ont suivis, les combattants vous pouvez les reconnaître à la ceinture qu'ils vont porter. La ceinture est de la couleur qui est sur leur nom. Donc là par exemple Quentin a la ceinture rouge, tandis qu'Alexandre a la ceinture bleue. Vous avez également à côté des noms des combattants à gauche, le logo de leur club. Donc vous avez Quentin de la SAEA Paris et Alexandre qui est des Faucons Noirs. Tous ces logos, tous ces blasons, du coup, parce que nous on appelle ça des logos aujourd'hui, mais si on parle de la terminologie médiévale, on est sur des blasons, les blasons de club. Tous ces blasons, vous pouvez les retrouver sur le site internet de la Fédération française de Béour, donc combatmédiéval.com. Vous avez toute la liste des clubs de Béour français. N'hésitez pas, si c'est quelque chose, c'est un sport qui vous intéresse, que vous souhaitez découvrir, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site internet, voir si vous avez un club près de chez vous. Et donc du coup, si vous pouvez aller voir, aller tester, etc. Sur le même site, vous avez aussi tout ce qui est listing des événements, des compétitions, puisque là bien sûr nous sommes sur une compétition de Béour duel. Attendez, ça s'active de ce côté-là, je vais vous mettre ça. Voilà, ils sont un peu actifs, Paul et Dany, sur la liste 2, vous voyez, hop. Et du coup, oui, je disais, si voilà, vous voulez, là nous sommes sur du Béour duel, mais si vous voulez voir du Béour en groupe, le Béour en groupe existe. Les règles ne sont juste pas les mêmes. Nous, sur le Béour duel, ce que vous verrez, pour gagner des combats, il faut en effet mettre le plus de touches possible quand on gagne à la touche, c'est-à-dire en tapant simplement avec l'arme. Il n'y a pas d'entrée en lutte. D'ailleurs, sur les catégories sur lesquelles nous sommes là, l'entrée en lutte est interdite généralement. Le corps à corps, on peut, mais tout ce qui est entrée en lutte pour ramener au sol est interdit. Alors attendez, on va attendre le résultat, savoir c'est Dany qui gagne sur ce combat du coup.
Donc les entrées en lutte sont interdites, on n'amène pas au sol. Par contre, à la différence, quand vous êtes sur du Béour en groupe, là on est dans la possibilité on doit justement amener l'équipe adverse au sol. Et donc là vous avez donc des techniques complètement différentes que de ce que vous voyez ce week-end. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez la possibilité, à aller voir des compétitions de Béour en groupe pour avoir les deux aspects du Béour. Peut-être qu'il y en a un qui vous plaira plus que l'autre. Plutôt que le duel, le groupe vous plaira plus. Bon voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez participer. Vous avez aussi la possibilité, pour ceux qui ne veulent pas d'armure mais qui sont quand même intéressés par ce type de sport de combat, vous avez la possibilité de le pratiquer, ce qu'on appelle en léger, en Béour léger ou SAF, Soft Armor Fighting. Et là du coup vous avez la Fédération Française de Soft Armor Fighting, FFSAF, sur le site de laquelle vous pouvez trouver des informations sur les clubs qui existent aussi près de chez vous. Donc là par exemple en Ile-de-France, vous avez bien entendu la SAEA Paris donc, qui organise cette compétition. Vous avez aussi la SAEA Val d'Orge, puisque la SAEA a des succursales un peu partout. Donc sur ces deux clubs en Ile-de-France par exemple, soit dans le 75 soit dans le 91, vous avez la possibilité de pratiquer ce sport mais en léger, avec des boucliers en mousse, des battes en mousse, des casques, bien sûr il y a des protections, et c'est accessible pour les enfants. Dès le plus jeune âge, je ne sais pas, à la SAEA Val d'Orge par exemple, dès quel âge ils prennent, mais ils prennent assez jeunes. Vous pouvez le faire aussi ados et adultes, il n'y a aucun souci. Pour en revenir à notre épée bocle, vous avez vu que ça va extrêmement vite les combats, puisqu'on a dit c'est le premier arrivé à 5 touches qui remporte le round, et il faut remporter 2 rounds pour gagner le combat. Donc là c'est quelque chose qui va très vite. Vous pouvez savoir où en sont les combattants avec les points, puisque là les arbitres compteurs qui sont autour, donc les personnes que vous voyez avec les chaperons jaunes ou les chaperons orange et violet, autour de la liste, donc les chaperons, ce qu'ils ont sur les épaules, c'est une espèce de petite, à la fois mini capuche médiévale. Ces gens que vous voyez justement autour de la liste sont là pour compter, et ils annoncent avec les doigts la victoire Alexandre sur cette liste 1. Vous comptez donc, vous les voyez compter avec les doigts. Jusqu'à 3 points, ils vont avoir les doigts devant eux. À partir de 4 points, ils vont lever la main au-dessus de la tête. Et quand le combattant arrive à 5 points, il croise les bras au-dessus de la tête en criant 5. Donc vous pouvez voir, vous, de votre côté, lequel des deux arrive, si un des deux combattants est arrivé à 5 points en premier, vous verrez les arbitres compteurs lever les bras. Je rappelle, pour qu'un point compte, il faut qu'il soit donné avec le tranchant de l'arme, bien sûr qui n'est pas tranchante pour des raisons de sécurité. Dans l'armure, donc tête, buste, bras, jambes et même main, tout rapporte un point. Si l'arme est arrêtée par l'épée adverse ou par le bocle adverse, je rappelle bocle, donc, qui donne son nom à la catégorie de ce matin, épée bocle. Le bocle, c'est ce petit bouclier rond qu'ont les combattants dans la main et qui est tenu avec ce qu'on appelle une manipule. Donc à l'arrière de ce petit bouclier, vous avez une espèce de poignée et vous le tenez à la main, donc le poing fermé. Et donc si l'épée est bloquée par cette bocle ou par l'épée, le point ne compte pas. Il faut vraiment que la lame touche le combattant sans être paré. Alors, les noms que vous avez en bas ne sont pas bons. Les personnes actuellement dans la liste 1 sont 2 femmes. Vous avez, avec la ceinture rouge, vous avez Laurie. Et avec la ceinture bleue, il me semble que c'est Mélodie. Je vais vérifier. Je vérifie ça pour vous de suite. Mais je crois que la personne en lice... Ah bah forcément, je n'ai pas l'information. Combat Laurie ce matin. Non, c'est Camille, pardon. Donc vous avez Laurie avec la ceinture rouge et Camille avec la ceinture bleue.
Et fin du deuxième round pour ce combat féminin. Je rappelle Laurie en rouge avec la ceinture rouge à votre gauche et Camille avec la ceinture bleue à votre droite. Ceinture et tabard bleu d'ailleurs. Pour ceux qui n'étaient pas là ou qui ne sont pas familiarisés avec tout ce qui est équipement, des armures, etc. Médiévales, ce qu'on appelle le tabard, c'est la veste de tissu que portent nos combattants par-dessus leur armure. Victoire Laurie sur ce combat. Voyons voir ce qui se passe suite en lice 2. Alors, je suis à donc la victoire rouge, je pense que c'est un combat féminin. Alors, excusez pour la non-affichage là sur le stream des noms en bas. Je vais essayer de vous donner les noms au fur et à mesure parce qu'on a un petit problème informatique, mais vous inquiétez pas, notre régie technique est là pour tout gérer. Ça va bientôt revenir. Donc nous sommes en pause. Vous avez la vue sur le magnifique corps arbitral qui est en train de se concerter, de refaire un point sur les règles, sur les combats qui viennent de passer. Donc merci à eux d'être là, puisque je rappelle que sans les arbitres, on ne pourrait pas organiser cette compétition, on ne pourrait pas organiser les combats. Il nous faut absolument à chaque fois des arbitres centraux et des arbitres compteurs tout autour de la liste. Donc pour parler de nos arbitres justement, vous allez les voir, ils sont tous en jaune, c'est comme ça qu'on les reconnaît, c'est-à-dire que c'est les arbitres officiels qui peuvent compter pendant nos combats de BO. Et vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons certains qui ont une couleur un peu différente, une couleur orange et violet. Ça, ce sont les arbitres en formation qui ne sont pas encore validés, donc qui ne peuvent pas encore porter le chaperon ou l'habit jaune. Donc le chaperon jaune, c'est comme je vous dis, le chaperon pour ceux qui n'ont pas l'habitude du costume médiéval, c'est cette espèce de capuche qui vient couvrir les épaules, donc portée par la tête et qui vient couvrir les épaules. Donc là vous les voyez, donc ceux qui ont les chaperons jaunes, ce sont des arbitres validés, donc officiels, et vous avez les chaperons donc violets et orange, ce qu'on appelle mi-parti, comme les 40 barbigous, donc mi-parti. Violets et orange qui eux sont en formation, donc ils sont assistés en plus par nos arbitres au capuchon jaune, donc les arbitres qui eux sont validés. Bien entendu ils sont en formation, mais ils ont déjà, on va dire, de l'entraînement de comptage, hein, c'est pas complètement des nouveaux, c'est-à-dire qu'ils ont déjà l'œil pour compter tout ce que vous voyez comme touche. Si on n'a pas l'habitude de regarder des combats, etc., et qu'on n'est pas concentré, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est compliqué de compter toutes ces touches, mais les arbitres, même en formation, ont déjà leur œil qui s'est entraîné hors combat, hors compétition, donc ça reste des arbitres en formation valides, bien entendu, sur nos compétitions. Donc, en l'attente, je vais vous montrer également. Donc, nous avons un superbe stream qui était installé. Voyez, hop, sur la liste 2. Donc, je peux vous la montrer sous deux angles. On switchera selon les combats, selon comment on voit le mieux. C'est également la liste 1. Hop, je vais la switcher hop, avec la superbe affichage de transition. Ch'tic. Voilà. Tac.
Donc la liste 1, pareil, où l'on peut switcher de l'une à l'autre, on verra, on adaptera selon, voyez, voilà, magnifique. Merci pour l'installation technique à la SAE à Paris, qui nous permet d'avoir toute cette installation et le stream qui fonctionne pour vous retransmettre toutes ces compétitions. Je rappelle, nous diffusons sur Facebook, YouTube et Twitch, donc n'hésitez pas à venir sur ces canaux et à partager ces canaux pour faire découvrir le BO, donc notre sport, au plus grand nombre, mais aussi si vous avez des amis, si vous ne savez pas quoi faire un dimanche et que vous souhaitez ne pas sortir et rester devant votre télé, plutôt que de regarder Michel Drucker, oui il est encore vivant Michel Drucker, et vous pouvez vous mettre devant Facebook, devant Twitch, devant YouTube et regarder une compétition de BO en duel, donc la Dame d'Acier 2024. Ça fera peut-être découvrir ce sport à votre famille, je n'en sais rien. Et ça peut également donner envie. Et vous pouvez faire des petits paris. C'est-à-dire que là, vous avez à chaque fois les noms des combattants. Rien ne vous empêche de choisir votre préféré et de le soutenir derrière votre télé tout le long de cette compétition. Pas de problème. Donc là, après cette petite pause, on va pouvoir reprendre les combats. Je pense que ça va repartir sur la liste 2. Donc je vais vous mettre directement en liste 2. Tac, au pire, on retransitionnera sur la liste 1 si besoin. Voilà. Donc je rappelle, ce matin, nous sommes sur l'épée bocle, donc du nom des armes utilisées dans cette catégorie. Donc l'épée à une main et le bocle, ce petit bouclier rond qui est tenu de l'autre. Et cet après-midi, donc à partir de 13h30, on verra selon les retards, parce que là, vous voyez, la pause, des pauses comme celle-ci peuvent faire prendre des retards au combat, ça dépend. Vous aurez l'épée longue, donc l'épée à deux mains, dont on reparlera. Donc autant pour les règles, pour les techniques et pour le format de l'épée, on en reparlera justement cet après-midi. Donc restez avec nous toute cette journée. Si vous êtes en Ile-de-France, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous sommes au gymnase des Marivaux de Saint-Michel-sur-Orge dans le 91. Donc il y a un parking pour se garer, il y a tout ça. Il y a une buvette si vous voulez crêpes, vin chaud, café, chocolat chaud, cookies. Nous avons tout ça directement sur place. Donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre ici si vous êtes en Ile-de-France ou pas loin. L'affichage étant en rade un petit peu, désolé pour ce petit problème technique, nous travaillons dessus. Je vais essayer de vous donner le nom des combattants à chaque fois quand je peux les reconnaître ou si j'ai les informations. Alors, là je crois que les noms affichés en liste 1 sont bons. Donc nous avons Florent d'un côté avec la ceinture rouge et Maxime de l'autre côté avec la ceinture bleue. Je vais vérifier ça de suite, mais là je crois que c'est la liste 2 qui a des problèmes de nom. Mais pour moi, oui, c'est bon, nous sommes ok sur les noms, sur la liste 1. Et nous sommes donc sur la liste 1 pour le deuxième round. Je rappelle, c'est le premier combattant arrivé à 5 touches qui remporte le round. Pour mettre ces 5 touches, les combattants ont donc 1 minute maximum. Généralement, on n'atteint pas les 1 minute. Hein. Je ne vous cache pas, vous avez vu, ça va très très vite pour mettre 5 touches. Si vous voulez suivre justement le combat, vous verrez que les arbitres de touches, donc autour, les personnes autour qui comptent les points, vont lever la main à partir de 4 touches et croiser les bras donc au-dessus de leur tête pour indiquer qu'il y a 5 touches. Là par exemple, les 2 rounds ont été remportés par Maxime sur ce combat. Je vais vous switcher
De suite, en lice 2, pour voir le combat. Donc là, je n'ai pas les noms, mais vous avez d'un côté c'est un Auslander d'un côté. Est-ce que c'est Orphée? Alors vous avez Orphée en rouge avec la ceinture bleue, on a fait ça bien sûr. Et de l'autre côté, que je regarde, je crois que c'est Steven Chardonnay. Oui, c'est ça, je reconnais son blason sur son coltin. Donc vous avez Steven Chardonnay de la SAEA Paris avec la ceinture rouge à votre gauche. Bon, ça va tourner maintenant, il va être à droite, bien entendu. Et en rouge avec la ceinture bleue, vous avez Orphée du clan Auslander. Donc chose que vous aurez normalement affichée en bas, mais que malheureusement vous n'avez pas. Mais qui va arriver bientôt, ne vous inquiétez pas. Donc je rappelle, 5 touches gagnantes pour remporter un round, 2 rounds gagnants pour remporter le combat. Donc là pour le coup, comme je vous ai dit, là j'ai reconnu les combattants à leur tabard, le couleur de leur tabard et leur blason. Là par exemple Steven qui est à gauche a son blason avec un corbeau sur son coltin. Donc le blason c'est le dessin, l'emblème qui représente soit le combattant, soit son club. Là en l'occurrence le corbeau qu'il a, le corbeau noir sur fond blanc. Donc si je vous le dis en héraldique, l'héraldique qui est l'essence des blasons, c'est un corbeau de sable, donc noir c'est sable, un corbeau sable sur fond d'argent. Du coup c'est comme ça que j'ai reconnu les combattants. Vous pouvez les reconnaître également comme ça, soit à leur tabard, donc comme je disais la veste qu'ils portent sur leurs armures, soit également peut-être à la forme de leurs armures, parce que vous allez voir tout le long de cette journée, comme ce que vous avez vu ce week-end pendant les combats hier d'épée bouclier et d'armes d'ast, vous avez des différents types d'armures. Là, en l'occurrence, par exemple, le casque aussi vous permet de différencier les combattants. Vous avez Steven qui a ce qu'on appelle un casque en forme avec une visière en clap-visor, c'est-à-dire une visière fermée qui s'attache sur le front. Tandis que Orphée, de son côté, lui a ce qu'on appelle un nasal, c'est-à-dire une protection de fer au niveau du nez, et le reste avec une protection de grille recouverte de cotte de maille. On parle des armures, du coup il faut savoir que les armures pour être validées et donc pour combattre avec, que ce soit en duel ou en groupe, doivent être validées par un comité d'authenticité, et donc ça veut dire qu'elles doivent être historiquement sourcées. Donc les armures que vous allez voir tout ce week-end sont inspirées d'armures médiévales que vous retrouvez dans les manuscrits, sur des bas-reliefs, sur des sculptures, dans les musées aussi, les pièces qu'on a retrouvées dans les musées. Elles sont inspirées de ça et vous avez donc ces armures qui sont reconstituées comme ça. Elles doivent être également donc d'une période, une période temporelle, de la même période temporelle à environ 50 ans près. Et elles doivent être aussi de la même région géographique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre un casque du milieu du XIVe siècle avec le reste d'une armure qui daterait du milieu du XVe siècle, pour vous donner une idée. Je parle de XIVe, XVe siècle tout simplement parce que la plupart des armures que vous voyez aujourd'hui sont inspirées de protections de combats ou de tournois de la fin du Moyen-Âge. Alors là c'est Victoire Antoine Bernal, bien sûr ce n'est pas Julie, actuellement en lice, le nom a été changé un peu prématurément, mais vous aviez donc Antoine Bernal contre Stéphane Riboldi en rouge, donc c'est Antoine Bernal en noir et blanc qui a gagné ce combat, donc les 2 ronds. On va avoir du coup les filles qui vont nous rejoindre, Julie et Camille qui vont nous rejoindre en lice pour combattre, donc Julie avec la ceinture rouge qui sera à votre gauche pour le début du combat, et Camille que vous avez déjà vu dans un des combats précédents, contre Laurie du coup, qui sera à droite avec la ceinture bleue. Pour vous dire, les armures donc, doivent être, comme je vous disais, historiquement sourcées d'une période historique à 50 ans près et de la région à peu près à une région, les pièces doivent être de la même région. Donc tout doit être sourcé donc, des différentes sources qui sont trouvables au Moyen-Âge. On est sur des protections, comme je vous disais, du 14e siècle principalement, donc fin Moyen-Âge. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Moyen-Âge, comme la plupart peut-être le savent déjà, c'est une période très longue, d'environ 1000 ans, qui va du 5e siècle au 15e siècle environ, et donc sur laquelle vous avez tout un tas de protections de combat.
tout ce qui est armure comme on a dans l'imaginaire, donc comme ce que vous voyez en fait ce week-end, c'est les armures complètes, ce qu'on appelle des harnois blancs, des armures complètes de plate. Ça c'est quelque chose qui est très tardif dans le Moyen-Âge, hein. On est sur du 14e, 15e siècle. Pour ceux qu'on a vraiment en tête, complètement en plate, etc., c'est même du 15e siècle, donc vraiment le dernier siècle, les dernières années du Moyen-Âge. Et c'est ce qu'on va utiliser nous, principalement donc 14e, 15e dans nos compétitions, tout simplement parce que c'est des armures qui protègent le mieux. C'est celles qui ont des plaques d'acier, qui vont recouvrir un maximum le corps et donc qui vont permettre de bloquer les coups, parce qu'il faut savoir que ces combattants que vous voyez actuellement sur votre écran se tapent quand même dessus avec des épées qui ne sont autres que des barres en fer un peu formées, hein, on va pas se mentir. Donc du coup il faut quand même que nos combattants, nos sportifs soient protégés. Et du coup, l'équipement le plus protecteur de la période médiévale, ça reste les armures de la fin de la période. Mais après, cela n'empêche que vous allez voir différents types d'armures, principalement différents types de casques, puisqu'il faut savoir que la période médiévale est très très riche en styles différents, comme nous la mode aujourd'hui. En fait. Et victoire de Julie sur cette liste 1, bravo à elle. Nous allons passer directement sur la liste 2 pour aller voir où en est le combat de... Ah du coup ça y est, on a retrouvé les noms donc de Cindy et Mélodie. Magnifique. Donc vous voyez, ça y est, le problème technique a été résolu. Merci au staff technique qui gère les tableaux à l'arrière et qui vous permettent de savoir qui combat à quel moment. Donc je disais, comme pour la mode, vous allez voir différents styles d'armure, principalement, bon là, ils portent beaucoup des tabards, donc vous allez voir les tabards, donc comme je disais, la veste sur laquelle ils ont les armoiries, donc les symboles, les logos, entre guillemets, médiévaux de leur club, ou leur blason personnel. Eh bien, on voit surtout les casques, et là vous allez voir tout le long de cette compétition, différents types de casques, dont les formes s'échelonnent donc d'inspiration entre, allez, on va dire la deuxième moitié du XIVe siècle et la première moitié du XVe siècle à peu près. Parce qu'à l'époque, il y avait presque, tout un tas de styles de casques comme les modes en fait. Les armures suivaient la mode. C'est ce qu'on va avoir aussi pour ceux qui ont l'image du film Les Visiteurs en tête. Vous avez donc les fameuses poulaines, je sais, pour ceux qui savent ce que c'est ces chaussures avec le pic très long, très allongé. Et bien ça on le retrouve dans la mode vestimentaire de l'époque, mais on va le retrouver aussi sur les armures. On va avoir certaines armures, principalement des armures d'apparat ou de tournoi, avec des soleries. Donc les soleries, c'est ces plaques d'acier qui ressemblent à un tatou, qui protègent le pied. Avec ces soleries donc, qui vont avoir une pointe très longue pour suivre la mode des chaussures de la mode civile. Donc les armures vont aussi suivre les modes. Attendez, là on en liste une, que je vous donne le bon nom des combattants. Voilà. Actuellement en liste 1, Quentin Mouty contre Hubert Lartigue. C'est des combattants que vous avez déjà vus hier, principalement à l'épée bouclier ou à l'arme d'as. Par exemple, Quentin Mouty a déjà 2 médailles d'hier. Il est à médaille de bronze pour l'épée bouclier et médaille d'or pour l'arme d'astre. Donc on va voir si aujourd'hui, dans les catégories qui vont arriver, il va décrocher également encore des médailles. Nous attendons de voir, sachant que Quentin a déjà une victoire sur cette catégorie épée bocle. Alors petite information pour vous sur le stream, vous avez donc sous le nom à chaque fois des combattants des chiffres, donc à droite sur le nombre de victoires, à gauche le nombre de défaites. Quentin a déjà combattu une fois et donc a déjà une victoire. Hubert n'a pas encore combattu, donc il est sur son premier combat de la journée. Donc on ne sait pas là du coup s'il va avoir une victoire ou une défaite. Je rappelle pour ceux qui viendraient de nous rejoindre que sur cette catégorie épée bocle, le but est de gagner 2 rounds. Un round est remporté par le combattant qui, le premier, marque 5 touches. Pour qu'une touche compte, il faut qu'elle soit donnée avec la partie normalement tranchante de l'épée sur l'armure. Casque, torse, bras, mains, jambes. Les pieds, l'entrejambe, l'arrière des genoux et la nuque sont interdits.
Il est interdit également de donner des coups de poing, ce qu'on appelle des coups d'estoc. C'est les mêmes terminologies qu'en escrime moderne, hein, pour ceux qui ont l'habitude de l'escrime moderne. Donc il est interdit de donner des coups de poing tout simplement pour des raisons de sécurité. Et quand l'épée frappe autre chose que l'armure, c'est-à-dire le bocle, ce petit bouclier qu'utilisent les combattants, ou l'épée adverse, cela ne rapporte pas de points. Il faut vraiment toucher l'armure comme si on voulait toucher le combattant. Et de deuxième round pour Quentin et Hubert. Alors normalement par round les combattants ont 1 minute pour atteindre 5 touches gagnantes. On va pas se mentir, vous avez vu que là en quelques secondes les 5 touches sont atteintes. Hein. Hop, on va switcher rapide. Ah bah non, c'est déjà fini. Oh non. En liste 2. Les 5 touches sont déjà atteintes. Vous voyez, j'ai même pas le temps de switcher de caméra que les combattants ont déjà atteint 5 touches. Donc victoire en lice 1, c'était Quentin Mouty, que vous avez vu tout à l'heure contre Hubert, qui a remporté le duel. Et là, sur cette liste, c'est Emmanuel Legrand, aussi ceinture rouge de cette liste, qui remporte le combat. Alors pour ce matin, nous avons une poule féminine. Je crois qu'il y a au maximum 4 ou 5 combattants. Et nous avons pour les hommes 4 poules masculines. Donc là, on commence dès ce matin par les phases de poules. Et on finira ensuite par les phases finales. Donc pour les femmes, ce sera au classement. Il n'y aura pas de phase finale. Par contre, pour les hommes, on aura des phases finales avec demi-finale et finale, bien entendu, comme ce qu'on a eu pour l'épée bouclier et l'arme d'astre hier, pour ceux qui nous ont déjà suivis hier. Toute la journée d'hier, vous la retrouverez de toute façon en streaming pareil sur les plateformes si vous voulez revoir certains combats ou montrer ce que c'est que les différentes disciplines du BO Randuel à des amis, à de la famille et des collègues de travail. Donc pareil sur le Facebook de la SAEA, le Facebook de Bourse International, la page YouTube Bourse International et la page YouTube de la SAEA Paris, donc salle d'armes école ancienne. Et vous l'avez également, je crois, sur le Twitch de la Fédération française de BO. Alors, vu qu'il y a plus rien dans la liste 2, je vais vous remettre la liste 1. Voilà. Ah bah là on est arrangé, dis donc, c'est Valentin contre Valentin. Alors là vous vous débrouillez, hein, vous choisissez votre Valentin. Du coup là, les Valentins sont reconnaissables, donc bien sûr à la ceinture comme je vous disais, ceinture rouge, ceinture bleue pour reconnaître les combattants comme dans d'autres sports de combat. Mais vous pouvez aussi les reconnaître par rapport à la couleur de leur tabard, qui sont en lien généralement avec les blasons que vous avez en bas de votre écran, à gauche de leur nom. Donc vous voyez que le blason de Valentin Briche est vert et jaune, et vous voyez sur son tabard, donc sur la cotte en tissu qu'il porte par-dessus son armure, vous retrouvez le vert et jaune. Donc vous pouvez les reconnaître un peu comme ça. Pareil, Valentin Joguet, donc des faucons noirs, vous allez retrouver le même type d'organisation de son blason sur son tabard. Ça vous permet aussi de reconnaître les clubs parce que vous allez avoir des combattants du même club. Nous avons ici des combattants du même club à chaque fois. Je crois que chez les Faucons Noirs, il doit y avoir 3 combattants qui portent le même tabard. Donc vous pouvez reconnaître les clubs, les combattants de ces clubs. Je crois que nous avons des combattants qui ne porteront pas de tabard et dont on verra un peu mieux les armures. On pourra voir ça ensemble à ce moment-là et parler un peu plus des détails d'armure. Ce qu'on peut parler déjà, c'est que justement les armures sont des systèmes à la fois donc pour avoir un visuel historique, un visuel médiéval, mais c'est aussi des protections. Donc ce que vous voyez la plupart du temps, c'est soit de l'acier trempé, soit du titane. C'est deux matériaux qui sont à la fois assez résistants et assez légers, puisqu'une armure en moyenne portée par nos combattants fait 20 à 30 kg. Historiquement, on est à peu près pareil. Hein. Les combattants, les chevaliers médiévaux avaient des armures qui faisaient entre 20 et 30 kg. Pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui, pouvoir bouger, être mobile et être protégé en même temps que pouvoir se défendre ou se relever en cas de chute.
parce que les... hop, je vous passe sur notre autre caméra. Parce que le but était quand même de pouvoir bouger dans ces armures, de pouvoir être complètement mobile, puisque sur le champ de bataille par exemple, si vous tombiez, il fallait pouvoir se relever pour éviter d'être capturé ou d'être blessé. Quand un chevalier en armure tombait sur le champ de bataille, il était rarement tué, puisque s'il avait une armure, ça veut dire qu'il avait de l'argent, ça veut dire qu'il était souvent noble, et que cet argent pouvait aussi servir à payer une rançon. Donc généralement, on tuait rarement un chevalier en armure complète, comme ce que vous voyez aujourd'hui sur un champ de bataille, tout simplement parce que il valait de l'argent, et donc c'était mieux de le garder vivant. Tout ça pour vous dire qu'une armure, c'est mobile, c'est dit comme ça, 20-30 kg, ça paraît assez lourd, mais c'est complètement réparti sur tout le corps. Vous avez le casque qui est réparti sur la tête et les épaules. Vous avez la protection de torse qui peut être soit une cuirasse, soit une brigandine. On verra ce que c'est un peu plus tard, puisqu'on en verra justement sur certains combattants. Ces protections de torse qui sont portées par les épaules principalement. Les protections de bras qui sont sanglées sur toute la longueur du bras. Vous avez les jambes qui sont attachées à la taille en même temps, donc au niveau des cuisses et des genoux. Donc c'est complètement réparti sur tout le corps. Pour vous donner un ordre d'idée, les militaires français actuels ou les pompiers par exemple peuvent avoir un équipement maximal de 20 à 30 kg, mais tout ça dans un sac à dos. Autant vous dire que porter un sac à dos ou porter une armure dont la charge est mieux répartie, il y a des fois c'est beaucoup plus pratique entre guillemets pour le mouvement d'avoir quelque chose de réparti. Alors là on a deux combattants dans la liste qui sont en train de se faire des câlins. Donc vous avez d'un côté Alexandre et de l'autre côté... attendez, là on les a pas... Ah, hop, voilà. Nous avons d'un côté Alexandre, de l'autre côté Maxime, qui sont tous les deux du même club. Vous pouvez le voir à leur tabard du coup. Donc je vous disais que les armures sont somme toute gérables pour bouger. Vous le voyez très bien, hein. Là nous avons des combattants qui bougent, qui sautent. C'est juste une question d'habitude, d'entraînement physique à les porter. Ce qui peut être un peu plus embêtant aussi, c'est le combo. C'est-à-dire vous avez ce poids qui est quand même gérable, mais qui reste quand même un poids. Et vous avez la difficulté de respiration. Donc là, vous avez deux combattants qui ont des casques qui sont assez ouverts, mais vous verrez que certains combattants, comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec le clavizor de Steven, ont des visières, ce qu'on appelle un mésaille, ce qui va donc cette visière de casque. Le mésaille qui est issu du mot museau, mésaille. Donc cette visière peut être beaucoup plus fermée, elle est beaucoup plus protectrice, mais ça bloque un peu plus la respiration. Donc le fait d'avoir un peu moins accès à de l'air, donc moins d'accès à l'oxygène, plus l'effort physique de porter l'armure, de bouger dedans, on peut être facilement fatigué. Et c'est ce qu'on va voir parce que là, avec les rounds, nos combattants vont enchaîner les rounds et vont se fatiguer un peu plus. Ah voilà, parfait. Nous avons donc actuellement en lice avec la superbe petite jupette et le casque à ce qu'on appelle à bec de passereau. Nous avons donc Fabien Doyona, alias Piu Piu parce que c'est son nom ce week-end. Je l'ai appelé comme ça, j'ai décidé. Monsieur Piu Piu, donc Fabien à votre droite qui affronte Maxime à votre gauche. Et donc Fabien, là ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas de tabard et on peut voir sa magnifique armure de piéton. Donc vous allez le voir en combat, je pense, là on était au premier round, donc pour le deuxième round. Il a donc un casque, comme je vous disais, un bassinet avec une visière à bec de passereau. Donc on a appelé ça un bec de passereau parce que ça ressemble à un bec d'oiseau, tout simplement. Cette forme aérodynamique était normalement pour dévier les lances et les flèches, ce qui permettait aux combattants sur le champ de bataille de dévier tout ça. Il a donc un coltin en écaille. Le coltin, c'est la partie qui protège le cou. Donc les écailles permettent pareil d'arrêter les coups. Il a aussi cette magnifique cuirasse. Donc je vous parlais de cuirasse. C'est une protection de torse qui est complètement fermée en plaque d'acier, donc formée arrondie pour s'adapter au torse. Il dispose aussi, donc je parle d'armure de piéton tout simplement parce qu'il a une protection au niveau du haut des jambes formée par cette jupe d'écaille que vous voyez bouger avec lui. Donc ça permet de protéger tout ce qui n'est normalement pas protégé par les jambes d'armure, c'est-à-dire les fesses et le haut des jambes et le niveau de l'aine. Même si les combattants n'ont pas le droit de frapper au niveau de l'aine, ça permet de protéger. Sur le champ de bataille également, ça permettait aux piétons, donc
habillés, enfin équipés comme ceci, de pouvoir protéger ces zones qui ne sont pas couvertes par les jambes d'armure, donc qui couvrent la cuisse, le genou et les tibias et mollets. Donc voilà, ça vous permet de voir un équipement historiquement sourcé, puisque l'armure que vous voyez sur Fabien, vous la retrouvez sur certains manuscrits que vous pouvez voir soit en musée, soit sur internet. Vous avez plusieurs sites comme ça qui vous permettent de retrouver différentes sources. Alors, qui a remporté ce combat de Fabien ou de Maxime? Ah, victoire Maxime, rouge. Et nous allons passer sur notre liste 1 où le combat est déjà en cours entre Laurie et Julie, donc 2 combattantes que vous avez vues tout à l'heure. Et là, du coup, vous pouvez voir que ces 2 combattantes ont déjà remporté chacune un combat dans leur poule. Donc, comme je disais, en dessous de leur nom, vous avez les combats qu'elles ont remportés ou perdus. À gauche, les victoires, à droite, les défaites. Donc, une victoire partout là pour nos combattantes. Donc les 2 rounds, c'est donc 5 points pour 5 touches. Le premier a marqué 5 touches pour gagner un round. Et il faut 2 rounds gagnants. Et entre les 2 rounds, vous avez 30 secondes de pause. Allez, t'as vu? Allez, t'as vu? Sachant que si au bout de 2 rounds, les combattants ne se sont pas départagés, il y a bien sûr un 3e round qui permet de départager, etc. etc. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai l'impression qu'on a un 5 points simultanés sur nos arbitres, sur nos 2 combattants. Donc là, les arbitres vont débattre si c'était vraiment un simultané complet ou si il y avait... Donc là, par exemple, c'est que c'était pas un simultané complet, il devait y avoir une différence d'une touche, ce qui n'est pas beaucoup. Victoire Laurie. En fait, 5 touches, ça va très très vite et les combattants peuvent y arriver à peu près ensemble assez rapidement. Du coup, il peut y avoir des simultanés, c'est-à-dire que les 5 touches sont atteintes ensemble et quand les arbitres lèvent les bras en même temps sur le 5 touches, et bien du coup, il peut y avoir égalité sur le round et on est obligé de faire un round supplémentaire, si on n'est pas au premier round, bien entendu. Alors par contre, du coup, ça va un tout petit peu plus vite. Pour ceux qui étaient là pour l'épée bouclier, ça va un tout petit peu plus vite que l'épée bouclier. Puisque là, les 5 touches à mettre dans la minute impartie, elles sont atteintes dès les premières secondes en fait, du combat. On atteint très peu les 1 minute. Et donc, vu qu'on a que 5 touches, la technique est un peu différente de ceux qui, enfin pour ceux qui étaient là pour l'épée bouclier. La technique est un peu différente dans le combat. On va beaucoup plus essayer de jauger, sachant qu'en plus, là par rapport à l'épée bouclier, vous avez un boc donc, qui est beaucoup plus petit que les écus ou les boucliers ronds que vous avez vus hier, donc qui protège beaucoup moins. La technique va être un peu différente. On va moins, ce qu'on appelle rentrer dans la distance de l'autre et moins foncer dessus pour le bloquer dans la barrière ou bloquer son bras d'arme pour pouvoir taper dans les jambes plusieurs fois. Sachant qu'on est limité du coup à 5 touches gagnantes, il faut éviter aussi de se faire toucher. Donc le but est de toucher sans se faire toucher. Le bocle que vous voyez peut être utilisé justement pour dévier l'arme de l'adversaire. Il est souvent, et vous verrez les combattants le faire, là je ne sais pas si je peux vous mettre un autre angle pour que vous voyez mieux.
les combattants vont justement projeter un peu plus ce petit bouclier vers l'avant pour venir à la rencontre de l'arme ou à la rencontre de la main armée adverse pour pouvoir la dévier ou bloquer le coup pendant qu'ils frappent également de leur côté. Sachant que le bocle sert à parer, bien entendu, mais l'épée aussi peut servir à parer, donc à bloquer l'arme adverse, en faisant ce qu'on appelle des parades. C'est des termes techniques qu'on a repris de l'escrime moderne et qui fonctionnent très bien au sport d'escrime ancienne que vous voyez actuellement. Donc petit rappel, vous avez en lice Stéphane Riboldi, donc actuellement en rouge, et en face Alexandre qui vient de perdre son arme. Alors la perte d'arme, c'est considéré donc comme un désarmement et c'est 3 points pour l'adversaire. Sachant que nous sommes sur le premier arrivé à 5 points. Une perte d'arme à 3 points est très dommageable pour le combattant. Et donc là, naturellement, victoire Stéphane Riboldi, donc avec la perte d'arme de son adversaire. Il a gagné directement 3 points, donc s'il avait déjà mis 2 touches ou même 3 touches, il remporte directement le round. Alors, voyons voir, nous allons switcher activement de caméra et passer en liste 2 où s'affrontent Virginie et Cindy. Alors vous avez Virginie en rouge d'un côté et Cindy en bleu de l'autre. Là c'est bien, ils ont les ceintures de la couleur de leur tabard, donc on est à peu près bon. Alors ce qu'on ne voit pas forcément bien, je ne sais pas si on voit bien, si je change de point de vue peut-être. Oui, voilà. Si je vous change de point de vue, ça vous permet de voir que Virginie porte ce qu'on appelle la protection de torse, qu'on appelle une brigandine. Je vous ai parlé tout à l'heure de la cuirasse de notre piou-piou. Là, vous avez donc ce qu'on appelle une brigandine. Qu'est-ce qu'une brigandine? Donc, c'est une protection de torse qui est composée de petites plaques d'acier rivetées à une pièce de tissu, donc une veste de tissu ou une veste en cuir. Là, en l'occurrence, c'est une veste de tissu que vous ne voyez pas forcément à l'écran, mais qui est décorée, qui a des motifs. Victoire de Cindy là-dessus. Donc, cette brigandine avait un tissu à motifs. C'est quelque chose qui historiquement est sourcé puisque il faut savoir, comme je vous disais, que c'était les plus nobles, les plus riches qui avaient une armure. Et donc ce tissu, utiliser un tissu à motif pour faire une armure, c'était quelque chose qui permettait de se montrer, de montrer sa richesse. Puisque les armures n'étaient pas forcément faites que pour le combat, vous aviez aussi des armures, on va dire, de parade, de montrance, qui étaient utilisées dans les tournois ou simplement pour se montrer ou mettre décoré en intérieur, juste pour dire j'ai une armure, et donc qui permettrait de montrer sa richesse. On pouvait avoir des choses, des œuvres d'art décorées comme ça. Vous en avez d'ailleurs aux Invalides. Si vous voulez aller voir, ils ont une très belle collection d'armes et d'armures, donc au musée de l'armée. N'hésitez pas, d'ailleurs, ce musée a de très belles collections, n'hésitez pas à vous y rendre, donc aux Invalides. Victoire Hubert sur ce combat. On est arrivé à la fin. Bon, on va enchaîner sur le prochain, que posera donc Alexandre et Valentin. Ah ben non, attendez. Deux. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Piou-piou. Voilà. Donc Fabien, que je nomme amicalement Piou-piou depuis le début de cette compétition, dû à son casque donc dit en bec de passereau, terme technique là pour le coup. Donc c'est cette visière en forme de bec. Alors justement, je parlais des respirations selon les casques. La visière là, le casque de Fabien, lui permet, alors il a un peu plus de place au niveau du nez à cause du bec, vous avez une cage d'air un peu plus importante, donc il y a peut-être une respiration qui est un peu moins difficile que le casque de son adversaire en face, Emmanuel Legrand, qui est plus bulbé, donc du fait que ce soit un clap-visor. Le nom de clap-visor tout simplement parce qu'il a une visière attachée sur le front, donc cette visière un peu bulbe, attachée au niveau du front, qui est d'origine allemande. Et donc, pourquoi clap-visor, donc une visière à clap? Tout simplement parce que ça se relève et ça se ferme en faisant clap.
Oui, ils ont réfléchi, les mecs qui se sont posés la soupière pour le nom, hein, on va pas se mentir. Donc du coup, là, vous voyez en fait différents types de casques. La visière d'Emmanuel est beaucoup plus proche de son visage, donc il a un peu moins d'air que le bec de Fabien. Mais dans les deux cas, en fait, même Fabien est désavantagé puisque il a un peu moins de visibilité. On va pas se mentir, le nez, ça gêne. Et en même temps, ce nez, il peut être très très désavantageux, principalement dans certaines catégories. Par exemple, l'épée bouclier, où on a plus tendance à rentrer dans la distance et rentrer au corps à corps, puisqu'il suffit d'exercer une petite pression sur le bout de ce bec pour pouvoir tourner la tête du combattant et l'empêcher de voir et pouvoir marquer des touches. Donc alors c'est classe, hein, mais en combat ça peut être qui tout double. Vous avez intérêt à bien gérer vos distances de combat. Alors petite respiration entre deux rounds, le temps que les arbitres fassent le point sur qui est arrivé à 5 points en premier. Je rappelle que sur cette catégorie épée buckle, pour remporter un combat, il faut remporter 2 rounds. Un round se remporte en gagnant 5 points, en mettant 5 points le premier. Du coup, vous pouvez voir les arbitres qui comptent avec leurs doigts. Arrivé à 4, ils lèvent la main. Arrivé à 5, ils croisent les mains et ils crient 5. Ça veut dire que là, par exemple, là, vous avez vu dans la liste Emmanuel et Fabien, vous avez vu les arbitres croiser les mains au-dessus. C'est que c'était le premier arrivé à 5 touches. Une touche est comptée quand elle est donnée avec le tranchant de l'arme dans l'armure de l'adversaire. Tête, bras, main, torse. Victoire Emmanuel. Nous allons passer sur la liste 1. En direct live, liste 1. Voyons voir ce qui se passe. Nous avons le combat qui oppose Alexandre à Valentin. Encore deux combattants de la même équipe, enfin, du même club. Que vous pouvez reconnaître au blason à côté de leur nom en bas de votre écran. Alors pour ceux qui se poseraient la question aussi, et je pense qu'on en reparlera aussi cet après-midi pour l'arme à 2 mains. Donc on a parlé du poids des armures tout à l'heure, entre 20 et 30 kg. Pour les plus gros, vous verrez, vous avez Alexandre Blondeau, justement des faucons noirs aussi, que vous verrez dans des combats durant cette journée. Je pense qu'il fait l'épée buckle aussi ce matin. Lui par exemple, il fait plus de 100 kg pour presque 2 mètres. Son armure, on est plus proche du 40 kg, on va pas se mentir, mais c'est adapté à la taille du bonhomme. Mais en moyenne, on est entre 20 et 30 kg pour une armure. Victoire Alexandre sur ce combat. On est entre 20 et 30 kg pour une armure, donc ce dont on parlait tout à l'heure. L'épée, elle, c'est pareil, on n'est pas sur quelque chose d'hyper lourd comme ce qu'on voit dans les films avec une difficulté à soulever. L'épée à une main, dont vous voyez les combattants se servir depuis le début là, de cette épreuve, fait minimum, donc selon les règles, 1,3 kg. Donc c'est moins lourd qu'une bouteille d'eau. Bouteille d'eau, je rappelle, en moyenne c'est 1,5 kg. Les bouteilles d'eau cristallines que vous trouvez dans le commerce, pour ne pas citer de marque, ou Volvic, ou Evian, comme vous voulez, c'est 1,5 kg. Et bien là, vous avez une épée qui fait au minimum 1,3 kg, qui peut faire un peu plus, mais en moyenne, on est autour d'1,3 kg pour ces épées à une main, sachant que c'est 1,3 kg pas réparti comme un poids ou comme une bouteille d'eau. Vous avez donc la plupart du poids qui va se retrouver au niveau de la garde, du pommeau. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, vous avez une épée qui est formée de la lame, de la poignée qui permet de tenir là où vous avez la main. La garde, c'est la barre transversale qui vient faire comme une croix qui est au-dessus de la poignée et qui vient protéger les doigts juste avant la lame. Et le pommeau, c'est ce qui va fermer la poignée, donc en dessous de la main, que vous voyez souvent arrondi. Et bien c'est ce qu'on appelle un pommeau, donc la partie la plus basse de l'épée. Et justement, l'équilibrage, le poids va être mis au niveau de la main, donc dans ce pommeau, dans cette garde, et va être beaucoup moins lourd au niveau de la lame, ce qui fait que vous allez pouvoir beaucoup plus facilement taper et ramener votre arme. Donc c'est quelque chose qui est complètement équilibré, donc au final 1,3 kg, ça reste lourd. Hein. Si vous n'arrêtez pas de frapper pendant tout votre combat, pendant une minute, oui, au bout d'un moment, vous avez le bras qui va fatiguer. Mais on est sur quelque chose qui reste quand même équilibré. Pour éviter de fatiguer, vous avez des techniques et vous allez peut-être voir certains combattants le faire.
c'est que si une larme n'est pas utilisée, le combattant va poser la lame sur son épaule pour être prêt à attaquer tout en reposant son bras. Là, je pense qu'ils ne vont pas forcément le faire puisqu'on est sur une partie où on doit atteindre les 5 points en premier. Du coup, il n'y a pas forcément besoin de reposer son bras. Ces 5 touches, ça va très très vite comme on l'a vu, même s'ils ont 1 minute pour mettre ces 5 touches. Là, par exemple, Florent et Alexandre, ils sont un peu plus lents que les autres à mettre leurs 5 touches. Je crois qu'on est à 4 d'un côté, je vois. Et 5. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose qui est très lourd. On reparlera des poids, des armures, des armes cet après-midi aussi. Pour l'épée à deux mains, parce qu'on est sur une catégorie un peu différente. Du coup. Alors vous voyez, donc vous avez au centre de la liste ce qu'on appelle un arbitre central. Donc là, en l'occurrence, une arbitre centrale avec un drapeau. Cette espèce de drapeau que vous voyez au bout d'un long manche, ça permet donc justement visuellement de lancer le combat, mais aussi d'arrêter le combat. Vous verrez souvent justement nos arbitres centraux crier le halt pour arrêter le combat et mettre ce drapeau jaune entre les têtes des combattants. Tout simplement parce qu'une fois dans le combat, avec le casque, sous le casque que vous ne voyez pas, il y a ce qu'on appelle souvent un calgue emboisé. Donc c'est une espèce de cagoule matelassée qui permet d'encaisser les ondes de choc et pas avoir le métal directement qui tape sur la tête. Donc qui vient souvent compresser les oreilles. Et certains combattants mettent en plus des bouchons d'oreilles pour éviter d'avoir de l'acouphène quand ils prennent un coup dans le casque. Donc du coup, ils n'entendent pas forcément le halt de l'arbitre. Et donc ce drapeau jaune mis au niveau de la visière du casque permet de donner un indice visuel aux combattants pour arrêter le combat s'ils n'entendent pas le halt du maréchal de police, mais de l'arbitre central. Oh là 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 là, mais qu'entends-je ? Troisième round sur cette liste 1, ça veut dire que les 2 premiers rounds n'ont pas pu départager les combattants. Donc généralement, c'est qu'ils en ont gagné un chacun. Il faut donc un troisième round pour que l'un des deux se démarque. Donc on va voir qui d'Alexandre. Donc je vous parlais d'Alexandre Blondeau, justement, notre poids lourd de la compétition. Donc vous voyez par rapport la différence de taille par rapport à Florent. Alors là, justement, en plus, on va parler de différence de taille. Vu qu'on est là sur une compétition en duel, où l'important est de toucher l'adversaire avec l'arme, il n'y a pas de catégorie de poids. Il ne va pas y avoir de différence de poids, puisque ce n'est pas le fait de frapper comme un bourrin ou le fait de rentrer à fond en contact avec l'adversaire qui compte. Ce qui compte vraiment, c'est les touches avec l'arme. Donc là, le poids ne va rien changer. C'est pour ça qu'on n'a pas de différence de poids, de différence de catégorie de poids dans cette compétition de duel. On en aura pour ceux qui connaissent pour le pro fight. Le pro fight en armure, donc c'est du MMA en armure, hein, clairement. Là, on a des catégories de poids. Donc victoire Alexandre. Là, on a des catégories de poids, mais pas du tout sur ces catégories-là de duel où le but est de toucher avec l'arme. Par contre, ce qui peut avantager le combattant ou désavantager, il faut que son adversaire s'adapte, c'est la taille. C'est-à-dire que si l'adversaire est beaucoup plus grand que nous et qu'on est qu'il a 1 à 2 têtes de plus, l'adversaire peut être avantagé pour toucher la tête par exemple, et donc le combattant qui est un peu plus petit doit devoir s'adapter pour parer un peu plus haut au niveau de la tête, mais lui, vu qu'il est plus petit, il va avoir accès plus facilement aux jambes de son adversaire. Donc c'est deux solutions, c'est des adaptations. Quand on fait de la compétition en armure, on s'adapte pour avoir ce qu'on appelle les zones ouvertes. On va taper dans les zones où il y a des ouvertures. Donc là, nous avons un combat entre Natalia et Cindy. Donc vous avez Natalia avec la ceinture rouge et le tabard bleu et jaune. Et vous avez Cindy que vous avez déjà vu tout à l'heure, pareil en combat, avec la ceinture bleue et son tabard blanc et bleu. Vous remarquez que ces deux combattantes dans leur round, là, dans leur pool, ont déjà gagné chacune 2 victoires.
Et gagner 2 victoires, je sais, c'est redondant. Enfin, bon, déjà 2 victoires à leur actif dans cette catégorie épée, épée box. Alors hop, on va switcher sur la liste 1 où nous avons Antoine Bernal alias Pampan qui combat contre Valentin. Antoine qui a déjà donc 2 victoires sur cette catégorie et Valentin lui 2 défaites. Donc Antoine que vous avez... Donc petit combat là bien sympathique entre Quentin et Maxime avec des touches assez nettes où vous avez pu voir justement les touches données, les touches comptées. Victoire Quentin du coup, il avait déjà 2 victoires, ça lui en fait une petite 3e. Je rappelle que nous sommes actuellement sur les épreuves donc, de poule de la catégorie épée bocle de la Dame d'Acier 2024. Hier nous avons passé les épées boucliers et l'arme d'as. Donc aujourd'hui nous sommes ce matin sur l'épée bocle, cet après-midi sur l'épée longue ou l'épée à 2 mains. On en reparlera parce qu'à chaque catégorie on utilise le nom des armes utilisées. Donc là comme je disais tout à l'heure en début de stream, épée bocle, vous voyez c'est une épée à une main d'un côté qui sert d'arme et de l'autre côté un bocle. Le bocle c'est ce petit bouclier. Alors je crois qu'on dit un ou une bocle, ça dépend. Moi je dis un. Si vous avez dans le chat c'est plus un ou une, c'est comme un après-midi, une après-midi en français, en français deux. Dites-moi pour le ou la bocle ce qui correspond le mieux. Et du coup, vous voyez donc ce petit bouclier rond qui sert à la fois donc, de parade et d'attaque. Là, par exemple, on a vu Valentin utiliser son bocle pour pousser son adversaire au niveau de l'épaule. C'est quelque chose qui est autorisé. On n'a pas le droit de frapper avec, comme un coup de poing avec ce petit bouclier. Par contre, on a le droit de poser, pousser pour pouvoir déséquilibrer l'adversaire ou empêcher son bras d'arme de nous taper.
Deux caméras rapidement sur la liste 2 pour voir le combat féminin actuellement en cours entre Mélodie et Virginie. Alors là, attention, attention le cerveau, suivez bien. Mélodie à la ceinture rouge mais le tabard bleu. Et Virginie à la ceinture bleue mais la brigandine rouge. C'est ok? Vous l'avez là ou pas? Donc c'est comme ça que vous pouvez les reconnaître par leur ceinture. Donc, et aussi le positionnement dans la liste. En fait, les combattants vont se positionner du côté de l'affichage de leur nom. Donc Mélodie à gauche et Virginie à droite. On va resituer les caméras pour aller voir en liste 1 et non. Ça va tellement vite ces 5 points, ça va tellement vite, ça va plus vite que mon switch de cam. Malheureusement. Ah. Donc là, vous avez d'un côté Stéphane Riboldi. Alors là, ils sont bien articulés, les organisateurs. Là. Stéphane Riboldi, tabard rouge et blanc, ceinture rouge. Valentin, ceinture bleue, tabard dominante bleue. On est OK. Victoire Stéphane sur ce combat. On va retourner sur notre combat féminin du coup. En liste 2. Tac. Entre Mélodie et Virginie. Je rappelle, premier combattant à 5 points, 5 touches. Là, il y a eu donc, vous pouvez suivre, comme je vous le disais, les avancées des points aux gestes que font nos arbitres compteurs sur les contours de la liste. Vous les voyez quand ils lèvent la main au-dessus de leur tête, c'est qu'ils sont à 4 points. Quand ils croisent les bras au-dessus de leur tête, c'est que le combattant est arrivé à 5 touches gagnant. Donc victoire de Virginie, non? Oui, c'est ça. Bleu, c'était bleu, bleu, mais elle a une, comme je vous disais. Donc victoire de Virginie sur le match précédent. Là, nous avons actuellement en lice Alexandre Blondeau, donc que nous avons déjà vu, et Hubert Lartigue, deux combattants que vous avez déjà vus aujourd'hui, bien entendu en lice, mais également hier pour les différentes, comment dire, les différents combats, que ce soit été bouclier ou arme d'ast. Ils sont bruyants, ils sont bruyants. Je ne cache pas que je suis à côté de la lisse, ça résonne un peu. Donc en liste 1, on avait fini le combat, on va switcher en liste 2 parce que je vois que
l'arbitre central reprend son drapeau en main, donc ça veut dire que le combat n'est pas fini. Donc combat opposant Paul Antoine à Steven Chardonnay, deux combattants du même club SAEA Paris, comme vous pouvez le voir, donc au logo des clubs, blason des clubs que vous avez toujours en bas de votre écran à côté du nom du combattant. Donc ces deux combattants qui ont l'habitude et des compétitions organisées par la SAEA, donc des compétitions de duel, mais qui ont aussi l'habitude de s'entraîner ensemble. Donc c'est des combats qui sont plus ou moins difficiles selon le mental du combattant. Donc le combat étant fini, je vais vous repasser sur notre petite liste 1 où nous avons Antoine Bernal, donc alias Pampan, que vous avez déjà vu tout à l'heure, qui affronte Alexandre, pareil que vous avez vu déjà lors de combat. Je vous rappelle que pour suivre les victoires des combattants, vous avez sous leur nom les victoires et défaites qu'ils ont déjà eues. Donc on voit qu'Antoine Bernal a eu 3 victoires, 0 défaite sur cette catégorie épée bocle, et qu'Alexandre est à 2 victoires, 1 défaite. Je rappelle également que pour gagner un combat à l'épée bocle, il faut remporter 2 rounds. Pour remporter un round, il faut être le premier à marquer 5 touches. Les touches qui comptent sont celles données avec le tranchant de l'épée dans l'armure adverse. Casque, bras, jambes, torse et mains. Les pieds sont interdits. Entre jambes, arrière de genoux et nuque sont bien sûr interdits pour des raisons de sécurité. Et les coups d'estoc, donc donnés avec la pointe de l'arme, sont interdites aussi. Pareil, vous avez ce petit bouclier qu'on appelle un bocle qui sert donc justement pour bloquer l'arme adverse ou pour dévier l'arme adverse, qui peut être utilisé pour pousser, mais on a interdiction de frapper avec comme si vous donniez un coup de poing, c'est interdit. C'est vraiment, on est vraiment sur du duel où seuls les coups donnés avec l'arme et les points marqués avec l'arme comptent. On a 2 combattants ici en liste 1 qui sont assez techniques. Donc vous voyez qu'ils restent quand même à une distance respective et qui jaugent les coups qu'ils vont donner sur les zones qu'ils vont donner. Vous aurez différentes techniques, peut-être avez-vous vu, on a vu, je n'ai pas fait attention ce matin, mais il y en a qui ont tendance à se jeter les uns sur les autres et à taper celui qui aura le plus de coups très très rapidement. Donc c'est 2 différentes techniques. La victoire à nouveau Antoine Bernal, je crois que vu qu'on est arrivé à 4, on ne doit pas être loin la fin des combats de poule du coup. Pareil là pour le prochain combat. Par contre, je vais vous changer de visu pour passer en liste 2 puisque nous avons Fabien Doyona actuellement en liste Piu Piu avec sa magnifique armure qui affronte Emmanuel D'Angelo face à lui. Donc avec son tabard vert. Ah, cette armure de Piu Piu, cette armure de piéton. Très jolie, hein, on se moque un peu, hein. Je me moque un peu depuis hier, mais son armure est très très sympa visuellement. Après, en termes de protection, elle est très très bien. C'est le casque qui peut, comme je l'expliquais tout à l'heure, être, voyez, là par exemple, Emmanuel justement a mis sa boque au niveau du nez du casque de ce bec de passereau de Fabien, qui l'a gêné justement dans sa visibilité en lui tournant la tête et en l'empêchant de voir les coups qui allaient arriver. C'est le défaut de ce type de casque en fait, c'est qu'on a la possibilité très facilement de dévier ou de bloquer la visibilité. Mais ça reste quand même classe avec l'armure de piéton complète, donc avec cette cuirasse, la protection de torse, et cette jupe d'écaille qui vient protéger les fesses et le haut des cuisses qui ne sont pas protégés par les jambes d'armure. Pareil, vous avez sur cette armure une grosse protection au niveau des épaules, donc ce qu'on appelle les spalières, les pièces d'armure, l'espèce de tatou qui vient protéger les épaules, qui sont assez larges pour protéger des coups qui viennent du haut. Donc sur un champ de bataille ou sur un tournoi à l'époque médiévale, ça permet de protéger des coups d'armes d'as, puisque les coups d'épée, comme ce que vous voyez là actuellement, ne sont pas du tout utilisés comme ça sur un champ de bataille, hein. Le champ de bataille, l'arme principale, ça va être l'arme d'as, la lance ou des choses qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc c'est des masses d'armes ou ce qu'on appelle des becs de corbin qui étaient là pour venir, c'est des espèces de haches avec un bout pointu qui étaient là pour venir fausser l'armure, donc taper assez fort pour blesser la personne en dessous, voire pour percer l'armure, hein, pour servir comme un peu d'ouvre-boîte, entre guillemets. Et les épées comme ce que nous les utilisons aujourd'hui pour faire des touches, vous voyez bien que ça ne blesse pas nos combattants qui sont protégés par leurs armures, puisque normalement pour blesser
une personne armurée comme ce que vous voyez aujourd'hui, il fallait utiliser une chose qui est interdite, comme je vous le répète depuis ce matin, il fallait utiliser l'estoc, c'est-à-dire la pointe de l'épée, qui était bien sûr aiguisée et tranchante, pour venir blesser dans les interstices de l'armure. Interstices de l'armure que vous avez donc au niveau j'ai ma liste qui n'est pas passée en liste 1, voilà. Interstice de l'armure donc que vous aviez au niveau du cou, des mains, du dessous des bras, de l'aile, bien sûr, de l'arrière des genoux, qui peut être aussi au niveau des yeux, en visière. C'est pour ça que la plupart des combattants ici présents, pour éviter tout accident d'une lame qui passe au niveau des yeux, ont des petites barres ou utilisent des visières avec des petits carrés de visu, des petits trous, ce qui est très protecteur mais qui leur réduit leur champ de vision, mais ça permet d'éviter tout accident à ce niveau-là. C'était des choses qu'on pouvait utiliser par contre en temps de guerre pour venir blesser l'ennemi. La voix est très basse, est-ce que je peux augmenter? Alors je suis déjà quand même pas mal fort, mais je vais essayer de voir si je peux augmenter un peu le son. Alors là je pense que c'est un peu mieux. C'est qu'après, nos combattants, ils tapent vachement fort aussi, ils font du bruit, ils sont bruyants, ces combattants. Alors, je vais vérifier, moi, où nous en sommes normalement. Nous sommes vers la fin des séries de poules. Ouais, on est bientôt à la fin, en effet, de nos poules. Pour la liste 1 et 2, nous allons bientôt avoir les phases finales. En liste 1, on en est où? Ouais, on est bientôt à la fin. Voyons voir mon tableau de poule où j'en suis. Fabien, il doit être Fabien et peut-être actuellement en liste. Donc oui, donc on est bientôt à la fin des phases de poule. On va bientôt passer très très bientôt, d'ici quelques combats, aux phases finales. Je vous annoncerai le tableau. Là, il n'est pas encore prêt. Non. Je vous annoncerai bientôt le tableau des phases finales pour la catégorie masculine, puisque les femmes étant en une seule poule, du coup, nous n'aurons pas de... Ah non, elles sont en 2 poules. Ah non, oh, mais toutes mes excuses, je viens de voir qu'il y a 2 poules femmes. Ah donc si, nous aurons des phases finales pour les femmes également. Ah mais parfait. Mais c'est très très bien. Donc je crois que les combats féminins sont terminés pour le coup. Donc les phases de poule de combat féminin sont terminées et on arrive à la fin des phases de poule masculines. Et on aura du coup des phases finales pour les 2 catégories. C'est parfait. Donc en liste 1, le vainqueur sur ce combat, Quentin Mouty. On est à 4 victoires. Je rappelle, en dessous des noms, vous avez les victoires et défaites. Les chiffres, donc à gauche les victoires, à droite les défaites, qui vous permet de suivre le classement des combattants. Hop, je vais vous switcher de liste et passer en liste 2. Ah la vache. 5 points. Le premier à 5 points, c'est très 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 rapide. Je n'ai pas le temps de changer de cam. Aïe là 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 là. Donc c'était un combat donc, entre Steven et Danny. Est-ce qu'on était au premier et deuxième round? Voyons voir. On était au deuxième round puisque l'arbitre central a posé son drapeau et va donc annoncer le vainqueur. Victoire de Danny. Donc il lui donne également 4 victoires. Je crois qu'on a fini les combats pour la liste 2. Du coup on va repasser en liste 1 pour aller voir, voilà, nos combattants qui se...
Et bien sûr, sur l'échafaudage, j'arrive en courant, mon vin chaud à la main pour venir vous relancer les phases finales. Alors non, par contre, c'est pas les bons noms, je suis désolée. Bien entendu. Est-ce que j'ai les bons noms sur l'autre cam? Non plus. Bon. Eh bien écoutez, on va les faire sans les bons noms en bas. Hein, voyez. Donc là, vous avez actuellement en liste Dany contre... Qui c'est que j'ai en face? Attendez. Qui c'est que j'ai en face? Qui est-ce que j'ai en face? J'ai... C'est pas Hubert qui est en face. Si, c'est peut-être Hubert d'ailleurs. Bon, ne faites pas attention à ce qui est marqué sur les informations en bas. Ce n'est pas les bonnes. Attendez, je vais vous dire ça. C'est ça. J'ai Dany contre Hubert actuellement sur la liste 2, donc, dont vous venez de voir le premier combat. Et je vais vous switcher rapidement sur la liste 1 où nous avons cette fois... Ah bah c'est toujours pas bon non plus, c'est Quentin Mouty contre Stéphane Riboldi. Ah bah voilà, j'ai pas le... Attendez, hop. Transition liste 1. Nah, c'est pas ça du tout. Voilà. Transition liste 1, vous avez Quentin Mouty contre Stéphane Riboldi. Donc le premier round vient de passer. Ah mais je vous vois plus le chat. Voilà.
Bien, bien. Donc nous avons entamé nos phases finales autant pour les femmes que pour les hommes. Donc Laurie qui va en finale puisqu'on est pour les femmes sur la demi-finale. Donc Laurie qui va combattre en finale. Cindy qui combattra donc pour la 3e place. Il y aura encore un combat de femmes qui opposera Natalia à Julie pour savoir qui combattra pour la 1re place face à Laurie. Je vais vous mettre que je vous transitionne le tableau pour que vous voyez bien. Et pareil, nous sommes aussi sur les phases finales pour les hommes, que je vous transitionne le tableau. Voilà. Nous avons donc Quentin qui a déjà gagné son combat et qui va en demi-finale. Vont s'affronter là du coup Paul-Antoine et Emmanuel Legrand en lice 1, que je vais donc vous switcher de ce pas. Tada. Et nous avons en lice 2 un autre combat qui se prépare. Peut-être que je vais vous les switcher l'un l'autre selon. Hop. Je vais peut-être vous switcher au fur et à mesure selon. Qui opposera donc Antoine Bernal et Emmanuel D'Angelo, pareil pour une place en demi-finale. Nous sommes chez les hommes sur les places en quart de finale. Donc on va faire le premier round avec Paul-Antoine et Emmanuel Legrand. Et nous ferons le deuxième round avec l'autre Emmanuel du coup, D'Angelo et Antoine Bernal dans la liste 2 tout à l'heure. On peut direct passer du coup sur la liste 2. Voilà. Hop. Je vous annoncerai quand même de toute façon les résultats de ces 2 combats pour savoir qui va en demi-finale à chaque fois. On a déjà donc, comme on a dit, Quentin Mouty. Donc en lice 1, le combat vient de finir entre Emmanuel Legrand et Quentin Mouty. Et Paul-Antoine. Victoire Paul. Paul qui va en demi-finale aux côtés donc, de Quentin déjà. D'attendre. Hop. J'en profite. Hop. Nous avons Dany également qui était. J'en profite pour vous montrer. Boum. Le tableau. Donc des demi-finales avant de retransitionner du coup sur notre liste le combat en cours. On est au 2e round. Ouh là là, ça va vite, je rappelle, il faut 5 points, 5 touches gagnantes pour remporter un round. Ça y est, nous sommes à 5. Donc voyons voir si on a déjà un vainqueur, donc un des combattants qui a remporté les 2 rounds pour remporter le combat, ou s'il y aura un 3e round parce que chacun a déjà un round. Ah non. Quand l'arbitre central pose son drapeau, c'est que nous avons un vainqueur. Et donc, ce sera le dernier demi-finaliste, Antoine Bernal. Du coup, voyons voir sur notre tableau en temps réel
Nous aurons donc en demi-finale Quentin Mouty contre Paul-Antoine et Dany contre Antoine Bernal. Je crois que c'est ceux qui sont deux combattants dans la poule qui fait la différence de victoire. Dans tous les cas, nous avons donc deux têtes de poule qui vont s'affronter pour aller en finale et donc combattre pour la première place de la catégorie épée-bocle de la Dame d'Acier 2024. Je rappelle, ils doivent remporter 2 rounds. Un round remporté, c'est 5 touches. Là, on vient d'entendre un joli clang sur le casque. Attention. Alors là, nous avons une autre technique de parade. On est sur du tomber dans le vide. C'est-à-dire qu'on va éviter le coup de l'autre en laissant tomber l'épée de son adversaire dans le vide en se décalant vers l'arrière souvent. Là, on a déjà des arbitres voilà, levez les mains, 5 touches. Je rappelle, si vous voulez suivre le nombre de touches, les arbitres à partir de 4 touches vont lever un bras au-dessus de la tête. Et quand on arrive à 5, ils vont croiser les mains en criant 5 au-dessus de leur tête. Ça vous permet de suivre à peu près les touches. Vous avez donc 4 arbitres compteurs autour de la liste, 2 par combattant, qui vont justement s'accorder pour indiquer qui sera le premier à arriver à 5 touches et donc à remporter le round, avant d'en informer justement l'arbitre central qui fera ensuite les comptes à la fin du combat pour savoir si au bout de 2 rounds nous avons un gagnant ou s'il faudra un 3e round. Là par exemple il y a concertation pour voir si on est ok sur la personne qui a remporté en premier le round et qui a mis les 5 touches en premier. Donc petite concertation avec la Knight Marshal, donc la responsable des arbitres sur ce tournoi, Victoria, que vous verrez avec donc son chapeau noir et sa tunique jaune et noir. Donc les arbitres sur les tournois de Béour, que ce soit le Béour en groupe ou le Béour en duel, sont reconnaissables à leur couleur jaune. C'est pour ça qu'on déconseille aux combattants généralement d'avoir une dominante jaune dans leur tabard ou dans leur tenue au moment où ils rentrent en lice, tout simplement pour pas avoir de confusion à l'intérieur de la lice par les combattants et les arbitres eux-mêmes sur la team à laquelle vous appartenez, team combattant ou team arbitre. Là, on doit avoir une grosse discussion entre nos arbitres. Donc, du coup, il y a un autre combat qui se prépare dans l'autre lice. Je vais vous switcher de lice pour qu'on voit en lice 1 ce qui se passe. Transition, voilà. Donc, en lice 1, on aura le combat entre Quentin Mouty et Paul-Antoine. Donc, pareil. Hop. On est sur la demi-finale. Du coup, épée bocle. Donc là, nous sommes avec 2 combattants de la salle d'armes école ancienne Paris. Donc c'est 2 combattants qui ont l'habitude de combattre et en compétition et à l'entraînement entre eux. Je vois que le combat de l'autre côté entre Dany et Antoine a repris. Donc je vais vous switcher sur la liste 2. Voilà. Tac.
Voilà. Deuxième round sur la liste 2. Tendu, hein. Apparemment, on est sur du serré. Il y a encore un petite parlotte avec les arbitres. Est-ce qu'on aura le droit à un troisième round ou est-ce qu'on a déjà le vainqueur? Ah, non. On reparle sur la liste 2. Donc, moi, je vais vous transférer sur la liste 1 si le combat reprend en liste 1. On va voir. Je vais faire ça. Hop. Je me prépare. Je prépare mes doigts. Je prépare les slides et les noms. Et oui, nous avons le deuxième round qui reprend en lice 1. Du coup, bam. Le temps qu'il y ait une décision arbitrale en lice 2, nous allons regarder Quentin et Paul combattre leur deuxième round. Je rappelle, le premier arrivé à 5 touches remporte le round. Et si c'est celui qui a déjà remporté le round 1, il ira en finale. On a déjà 5. Il y a un gagnant sur ce round. Le corps arbitral est en train de débattre sur la liste de Dany et d'Antoine. Et troisième round sur notre liste 2. Je vais donc vous la transitionner de ce pas. Tandis que dans la liste 1, je vais vous donner le résultat. C'est donc Paul Antoine qui ira en finale de l'épée bocle. Et on attend du coup le résultat du troisième round actuellement entre Dany et Antoine pour savoir qui ira le rejoindre pour combattre pour la médaille d'or de cette catégorie épée bocle de la Dame d'Acier 2024. Ah bah voilà. Victoire Antoine Bernal sur le troisième round. Donc ça a été serré. Hop, on va passer en lice 1. J'ai l'impression que c'est là que va se dérouler le reste.